Et là, je me suis mis à pleurer tellement fort, sans m'arrêter. Et je commençais à demander pardon à Dieu, pardon, 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 pardon pour qui je suis, pardon d'être là, pardon d'être né. J'avais l'impression d'être une erreur. Je donne un ultimatum à Dieu, je suis un ouf. Je lui ai dit, si dans les jours à venir, je ne trouve pas quelqu'un qui me correspond, quelqu'un qui fait changer ma vie, un miracle, bah, moi, je vais les mettre fin à tout ça, mais moi-même, hein. Bonjour ou bonsoir à tous. C'est Tonio Life pour certains, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler et que vous appreniez à connaître Alexandre Antonio. Alexandre Antonio, le papa, Alexandre Antonio, le fils, Alexandre Antonio, le mari, Alexandre Antonio, le frère. Du coup, j'ai 28 ans. Je suis né le 6 juin 96 à Melun, en Seine-et-Marne, 77. Quand j'étais petit, mes parents ils étaient encore ensemble. Il faut savoir que ma mère s'est mariée jeune avec mon père biologique, qui lui est très connu au Congo. C'est un réalisateur, mais aussi un scénariste de comédie, qui s'appelle Monsieur Major Bissadidi. Certains Congolais, quand vous allez entendre ce nom, vous allez reconnaître. Aujourd'hui, je suis pas là pour faire pitié ou même pour apporter de l'humour ou quoi. Je suis vraiment là pour apporter ma vision, ma version de ma vie, pour que vous me connaissiez un peu plus. Et bien sûr, on écoute, mais on ne juge pas. Du coup, j'ai grandi avec ma mère et mon père. On était à Melun, tout se passait bien. Mais je sentais qu'avec ma mère et mon père, déjà très tôt, il y avait des tensions. De très très fortes tensions. J'ai des brides de souvenirs, mais ça m'est pas resté en tête non plus, mais je sais que ça criait beaucoup à la maison, voire plus que ça. Du coup, mes parents ont décidé de se séparer quand j'étais très jeune. Ma mère a eu la garde. Ensuite, on est parti au Congo avec ma mère quand j'étais très petit. Au départ, je pensais que ça allait être de simples vacances de 2 semaines, voire 3 ou un mois. Finalement, on est resté 6 mois. On n'est pas resté 6 mois pour profiter, on est resté 6 mois parce que ma mère, elle pouvait pas rentrer sur Paris. Elle n'avait pas les fonds. Elle connaissait personne. C'était une jeune femme avec un enfant. Quand, euh, quand on était au Congo, un jour, ma mère, elle m'a vu avec les autres enfants. On était là, tous assis, à manger, tous ensemble, dans la même assiette. Et ça lui a fait mal. Elle voulait que son fils ait une vie différente. Du coup, on s'est fait aider par un tonton, un ami à elle, qui avait de la peine pour nous. Je déteste faire de la peine aux gens. Mais lui, il avait de la peine pour nous et du coup, il a décidé de nous payer les billets au retour en France pour ma mère et moi. Sauf qu'une fois revenu en France, bah, on vivait plus avec mon père. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, il avait de l'argent. Il avait de l'argent. Sauf que tu passes de tout à rien. Du coup, on est rentré, on n'avait pas de logement. Au départ, on s'est fait accueillir par une amie de ma mère qui nous a accueillis bras ouverts alors qu'elle vivait déjà avec son mari et ses filles. Du coup, ça remplissait encore plus sa maison. Je sentais déjà que j'étais pas chez moi et surtout que quand on est rentré, je parlais plus un mot de français. Mais genre vraiment plus un mot. Et je trouve ça drôle parce qu'aujourd'hui,
Je parle plus un mot de lingala, ou très peu. Et je le comprends, rassurez-vous. Ma mère, elle aimait pas rester éternellement chez les gens. Du coup, après être resté un peu chez son ami, on est parti chez son frère. On a beaucoup galéré parce qu'on passait de maison en maison. Et du coup, je me sentais jamais vraiment chez moi. Et tout ça, le fait que je vive avec ma mère et plus avec mon père, avec les deux, je sais que ça a créé énormément de conflits pour lesquels ma mère elle s'est beaucoup, beaucoup battue et mis en embrouille avec beaucoup de gens. Après un jour, on a réussi à trouver un logement. Enfin, toujours sur Melun, à Borgard, pour ceux qui connaissent. On vivait seul avec ma mère dans un beau T3. J'avais ma chambre, elle avait la sienne et tout. Sauf que niveau loyer, c'était très, très, très compliqué. Ma mère travaillait à Disneyland. En vrai, c'est stylé de travailler à Disneyland. Sauf que c'est pas les mêmes travail à Disneyland que vous croyez. C'est pas partie du casting de Disney, non. C'est le décor caché de Disney. Travailler dans un hôtel de Disney. Je devais venir avec elle tout le temps parce qu'elle avait aucun moyen de garde. Aucune personne pour me garder. Quand je venais avec elle, et qu'elle travaillait très tôt le matin ou l'après-midi, je restais un peu dans une salle ou dans les sous-sols avec les autres femmes de chambre qui faisaient des allers-retours, des va-et-vient. Je les calculais pas trop, même si elles étaient très gentilles, mais j'étais plus sur ma console de jeu. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à devenir accro, je pense, au jeu. Il y a des moments où c'était très compliqué aussi, et je répète, on ne juge pas. Mais il y a des moments où c'était pas possible que je vienne avec elle. J'avais 5 ans. Du coup, je me rappelle que le matin, très très tôt, elle partait à 4 heures du matin jusqu'à Disneyland. Ensuite, je restais à la maison tout seul du moment où elle partait jusqu'à midi. Pour ceux qui se rendent pas compte, pour un petit de 5 ans, c'est chaud de rester tout seul. C'est limite très très dangereux. Et un jour, j'ai fait une crise de panique. Normal, je suis un enfant. J'ai commencé à crier, à pleurer, à appeler de l'aide, etc. parce que je voulais juste qu'elle soit là avec moi. Un voisin a été interpellé, puis tout le square s'est ramené. La police, les pompiers. Ma mère est revenue. C'était très chaud parce qu'à ce moment-là, il voulait lui enlever la garde. Mais elle a continué à se battre. Je lui en veux pas pour ces choses-là parce que je ne sais pas dans quelle situation elle était, ni dans quel état d'esprit elle était. Mais je sais qu'elle s'est vraiment battue. Et je la remercie pour ça. Malgré le salaire de Disney, ça restait très peu pour une femme de chambre. Il y a des choses que j'ai vues que j'aurais pas dû voir. Je pense que c'est à partir de là que, dès mon plus jeune âge, tout ce qui concerne l'impudicité a commencé. Mais j'y reviendrai après. Donc ensuite, on vivait à Melun tranquillement. Ma mère a rencontré quelqu'un qui est devenu mon beau-père, le père de ma petite sœur. On est resté à Melun, sauf que Melun c'était trop loin de son travail et ça devenait compliqué pour ma mère aussi. Du coup, on a dû faire un choix, on est parti vivre avec lui sur Paris, à Pantin. Sauf que quand on vivait à Paris, on est passé du F3 à la chambre de bonne, pour tous les trois. Là, je sais pas si vous voyez l'espace qui est ici, mais là, c'est un château où on est, c'est juste une pièce, hein. Mais où on était, nous, c'était vraiment une chambre de bonne, très petite. Ça, pour ceux qui ont une chambre, une petite chambre, une chambre d'enfant limite, ça correspondait à ça. Mais pour 3 personnes avec tout ce qui est autour. C'est-à-dire l'évier, le frigo, ce qui sert d'armoire, mais c'était plus une pile de vêtements. Et aussi, il y avait pas de salle de bain. Du coup, vu qu'on était au 6e étage, avec toutes les autres personnes qui habitaient,
avec nous dans l'étage. Pour aller se doucher, il fallait aller aux toilettes. Prenais un seau, tu fermais la cuvette, et tu te douchais. Si quelqu'un voulait aller aux toilettes, bah frérot, tu vas attendre. J'en rigole aujourd'hui, mais en vrai, miskin. Et là aussi, encore, mes parents, vu qu'ils avaient des métiers où ils travaillaient très tôt le matin, bah, je devais partir encore à l'école tout seul. Sauf que ma mère, elle avait compris la leçon et là, elle a trouvé une solution, ce qui était que dès qu'ils partaient très tôt le matin, à 5 heures les deux, ils mettaient un réveil, 8 heures, je me réveillais, ou 7h30, 7h30, je me réveillais, je me lavais, brossage de dents, enfin, je me lavais les dents, plutôt que se laver tout seul, brossage de dents, et je partais chez la gardienne en bas parce qu'elle avait un fils qui avait le même âge que moi, et qui s'appelait Victor. Et je regrette pas ces moments-là, parce que j'avais l'impression d'avoir une seconde mère avec, avec la gardienne. Et je sais qu'elle me considérait aussi comme son fils, donc ça me faisait plaisir. Son fils noir, parce que c'était une portugaise. Le cliché. Du coup, après ça, ma mère est tombée enceinte. Et mes parents ont dit non, c'est pas possible, on va pas rester là. On va pas rester dans ces petits logements-là, alors que ma petite sœur qui allait arriver. Et je me souvenais qu'il travaillait à Levallois dans un salon de coiffure. Franck Provost, pour ceux qui connaissent. Et chez Franck Provost, ce qu'il faisait, c'est que dès que le salon fermait, bah, eux, ils nettoyaient, tout simplement. Et par le biais de ça, ils ont réussi à avoir des contacts. Et on a réussi à avoir un appartement à Levallois. C'est là que ma vie a vraiment pris un tournant radical. En partant à Levallois, l'appartement était beaucoup plus grand, j'avais une grande chambre, j'étais content. En plus, même le fait de vivre à Levallois, pour ceux qui connaissent, c'est une chance de ouf. Je suis passé de Melun à Levallois. Je dis pas que Melun c'est éclaté au sol, mais Levallois, c'est c'est notre vie. C'est une ville de riches, clairement. Et j'étais pas prêt à tout ça. Et je m'en suis rendu compte dès l'école. Parce que je voyais déjà les différences. Arrivé au collège, les potes qui avaient tous les derniers téléphones, dernière marque de tout. Et toi, t'es là, t'as le strict minimum. Et je m'en suis pas plaint parce que ça me dérangeait pas en fait. En vrai, je m'en fous. Je sais que mes parents, ils se démenaient pour ça. Du coup, ça me dérangeait pas tant que ça. Mais même quand t'allais chez tes potes, tu voyais la baraque, tu te disais, ok. Un jour, je suis allé chez un de mes potes d'ailleurs, à Levallois. Et à un moment, je vois que ses parents sont pas là. Je lui dis, mais il est 17h, tes parents ils rentrent pas du travail, etc. Et bien non, mes parents sont partis en voyage. Je dis, comment ça, ils sont partis en voyage? Non, ils sont partis en voyage, ils font souvent ça, ils reviennent dans 2 jours. Je dis, mais tu manges comment? Bah, il dit, bah, ils sont laissés à manger. Et je dis, pour l'appartement, tu ne nettoies pas, tu fais comment? Il me dit, ah, bah, il y a la femme de ménage qui va venir. Jour et la nuit. Vraiment. Je vous dis ça parce que ça aussi, ça fait partie de la suite. Maintenant, quand je rentrais chez moi, je me sentais aussi très très seul. Parce que ma petite sœur, bien sûr, du coup, était née. C'était un petit bébé, mais c'était plus la fille de mon beau-père. Ils n'ont pas fait exprès, mais dès l'instant où on arrive à Levallois, jusqu'à mes 15-16 ans, donc du coup de mes 6 ans de mes 8 ans à mes 16 ans, voire plus, je me suis senti énormément seul. Parce que mes parents, ils donnaient beaucoup plus d'attention à ma petite sœur. J'avais limite l'impression que j'étais effacé. Et du coup, vu que j'étais seul, comme lorsque t'es petit, je m'isolais dans ma chambre, je jouais à mes jeux vidéo, mais pas que. Et c'est là où l'impudicité a pris le dessus. Il y avait un ordinateur à la maison où je jouais à mes jeux dessus aussi. Et vous savez, à l'époque, c'était pas autant ouvert les sites bizarres.
À l'époque, il fallait vraiment passer par plein d'étapes différentes, fallait accepter, oui, êtes-vous sûr de... C'était galère. Et un jour, je suis tombé sur une pub. Bim, je clique sur la vidéo, je la regarde. Mon corps de jeune réagit directement face à ça. Et c'est là où a commencé tout ce qui est masturbation, etc. Au départ, ce qui était seulement quelque chose que des jeunes découvrent est devenu une obsession réelle. C'était pas juste oh, une fois par semaine, deux fois, non. C'était un excès, un vrai excès. Des fois, ça pouvait être 4, 5, voire plus de fois par jour. Et ça pendant très longtemps. Très très longtemps, jusqu'à mon adolescence et voire plus. Donc ajouter à ça le fait d'être seul, c'était une explosion bizarre un peu. Et surtout que quand t'es jeune, quand tu fais ça souvent, bah, au départ c'est des vidéos normales. Désolé pour mon français. Puis après tu passes sur des catégories un peu plus. Là, toutes les choses basiques que tu regardes ne t'intéressent plus, du coup tu passes à d'autres choses. Et j'ai pas honte de vous dire ça aujourd'hui, hein, pas du tout. C'est juste que les dire comme ça à voix haute, ça me fait beaucoup réfléchir. Et je prends conscience des choses, plus je vous parle. Et c'est là où on commençait aussi l'époque des vidéos, où je me suis lancé réellement, tout seul dans ma chambre, comme d'habitude. Le mot tout seul, j'ai l'impression qu'il revient beaucoup, hein. Je me suis lancé, j'ai fait des vidéos, ça a pris. Ça a pris d'un coup, boum. Je suis passé du mec totalement lambda, qui ne sort pas, qui ne va pas aux soirées, parce qu'il faut que je vous le dise aussi, tout ce qui est soirée, boum, etc. Dans mon enfance, moi, j'ai pas connu ça, hein. J'étais soit tout seul, soit avec ma bande de potes, sauf que ma bande de potes, on n'était pas les mecs qui sont invités à des trucs et tout. C'était vraiment, eux, c'est les petits geeks, fans de manga, qu'on calcule pas. Et du coup, je passe de ça je passe de je suis pas connu à je suis connu. Je passe d'aucune meuf me veut à il y a énormément de meufs qui me veulent. Je passe de possiblement il peut y avoir des meufs de mon âge qui sont attirées à des meufs plus grandes qui sont attirées. Et imaginez maintenant un jeune comme moi qui prend tout ça sur la face en l'espace de quelques mois. Un jeune comme moi qui a des problèmes d'addiction, chelou, et qui passe de t'as rien à tout. Dans ma tête, je vrille directement. Tout le temps, ça m'envoie des messages, des trucs, tu attends pas à n'importe quel moment, ça, ma tête elle explose. Et pour calmer toutes ces pulsions, j'ai décidé de... J'avais décidé un peu de me concentrer sur moi-même, ça n'a pas marché. Et du coup, je m'étais mis en couple avec une fille qui était connue en plus. Je cherchais pas à savoir le nom, je n'en dirai pas plus. Et du coup, c'est là que réellement j'ai vraiment expérimenté les vidéos que je voyais. Sauf que c'était pas du tout comme les vidéos que je voyais. C'est pas ça la vraie vie. C'est là que je me rends compte, ah mais en fait c'est pas ça. Et puis même t'as pas les capacités pour faire les choses que t'as vues. C'est pas ça le vrai amour, c'est pas ces choses-là. Et du coup ça a créé une sorte de frustration bizarre en moi. Après je me suis séparé de cette personne. Puis ensuite, euh, c'est là où j'ai connu vraiment beaucoup, beaucoup de femmes. Essayez pas de trouver le nombre aussi, mais c'est beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Mais je trouvais jamais mon bonheur dans tout ça. À chaque fois que je faisais quelque chose avec quelqu'un ou même tout seul, je me sentais seul. Et je sentais qu'il y avait une partie de moi qui petit à petit commençait à disparaître. Une partie pure
qui s'envolaient à chaque fois. Et ça recommençait, ça recommençait. Des fois même, j'en avais même pas l'envie de faire ces choses tout seul. Mais t'as tellement pris une habitude qui s'intègre en toi que pour toi c'est naturel, autant naturel que de te brosser les dents, ou autant naturel que d'aller te laver. Et c'est à ce moment-là que j'aurais dû me dire que, mais frérot, c'est pas normal ce qui se passe. Les temps ont passé, ensuite je me suis mis en couple avec la mère de mon fils. Même pendant cette période-là, il y a quand même eu ces démons qui étaient toujours là, ces choses-là. Ça m'a pas lâché, c'est jamais parti. Et il y a un moment où je suis tombé dans une forte dépression. J'arrivais plus à rien faire. J'avais l'inspiration pour rien, j'avais l'envie de rien. Je voulais juste tout arrêter. Du coup, la relation a pris fin. J'ai pris un appartement tout seul, pas loin, parce que c'était important pour moi de continuer à élever mon fils, à rester avec lui. Je voulais pas le laisser tout seul. Je voulais pas qu'il vive ce que moi j'ai vécu. Cette absence de père qui t'apporte de l'amour, de l'affection, qui t'apprend les choses. Du coup, on a pris un appartement, j'ai pris un appartement juste à côté. Je vais pas mentir, hein, c'était pas la meilleure des ententes entre elle et moi, mais ça, c'était pas un vrai problème. Le vrai problème, c'est que quand j'ai pris cet appartement tout seul, je me suis rendu compte ce que c'était vraiment la solitude. Parce qu'avant, je pensais que j'étais seul, mais j'avais le choix de ne pas l'être. C'est moi qui avais décidé de m'isoler dans ma chambre quand j'étais plus jeune, mais j'aurais pu sortir, aller au salon, parler plus avec ma soeur, mon beau-père, ma mère. Et là, j'étais vraiment seul. J'avais fait ce choix aussi de rester seul. Et quand t'es seul, c'est là que tu rumines. C'est là que tu penses à beaucoup de choses. Les seules fois où j'avais pas des idées sombres, c'est quand j'étais avec mon fils. Parce qu'il y a le côté papa qui doit prendre le dessus. Du coup, quand j'avais mes semaines, bah, je continuais à l'élever, à prendre soin de lui, faire à manger, les trucs basiques. C'est pour ça que les gars, quand je vois certains d'entre vous, vos femmes qui se plaignent que vous savez pas faire certaines choses, ça, je leur dis, mais vous abusez un peu quand même. On sait jamais, on sait jamais de quoi demain est fait, du coup, commencez à apprendre seul aussi, les gars. Mais bref, au plus important, là où ma vie a pris un tournant. Donc je suis resté seul 2 ans dans cet appartement, sauf les semaines où j'avais mon fils. Mon corps a commencé à changer, ma mentalité aussi. J'ai commencé à prendre plus de confiance, plus d'assurance. Je voyais que j'étais bien, tracé, musclé, beau, mignon. En plus, j'étais parti me faire une greffe en Turquie de barbe. Il y avait tout qui était bien. J'avais peur de rien. Je pouvais parler à n'importe quelle femme. J'avais l'impression que le monde il m'appartenait. Il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Sauf qu'à un moment, j'ai senti qu'il y avait une présence qui prenait le dessus. Quelqu'un qui me disait, mais c'est pas ça la vie. Un jour, j'ai vécu la meilleure et une des pires expériences de ma vie. J'étais tout seul, encore, chez moi, je prenais ma douche. Et là, mon cerveau, d'un coup, a commencé à restituer toute ma vie de A à Z. De petit jusqu'à maintenant, de petit jusqu'à mes 26 ans. Je suis 28 aujourd'hui. Vraiment, il y a toute ma vie qui a déroulé, roulé, roulé, roulé. Et là, je me suis mis à pleurer tellement fort, sans m'arrêter. Et je commençais à demander pardon à Dieu, pardon, 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 pardon. Pardon pour qui je suis, pardon d'être là, pardon d'être né. J'avais l'impression d'être une erreur. J'avais l'impression d'être une erreur pour tout le monde, j'avais l'impression d'être une erreur pour mon fils. J'avais l'impression d'être une erreur pour ma mère, j'avais l'impression d'être une erreur pour ma sœur. J'avais l'impression même
d'être une erreur pour la vie tout court. Et du coup, à ce moment-là, je voulais, quand je demandais pardon à Dieu et que je criais de douleur parce que j'avais mal au cœur, j'avais mal partout, j'ai dit à Dieu, si là, dans les jours à venir, je donne un ultimatum à Dieu, je suis un ouf. Je lui ai dit, si dans les jours à venir, je trouve pas quelqu'un qui me correspond, quelqu'un qui fait changer ma vie, un miracle, bah, moi, j'allais mettre fin à tout ça, mais moi-même, hein, parce que j'étais fatigué. Beaucoup de choses que j'ai pas dites là pour aller plus vite, mais quand on a l'impression d'être une erreur pour tout le monde, même le fait d'avoir du succès, j'avais l'impression que c'était pas pour moi, que je méritais même pas tout ça. Et même l'amour que les gens, même l'amour que les gens me donnaient chaque jour, j'ai l'impression de pas le mériter. Même lorsque mon fils il me disait qu'il était fier de moi, j'avais l'impression que je méritais pas qu'on me dise ça. Et d'ailleurs, c'est la première personne qui m'a dit qu'il était fier de moi. Et quand j'ai eu ces idées sombres, je m'en suis voulu. Après avoir pleuré dans ma douche, je m'en suis voulu parce que je le pensais vraiment ce que j'allais faire. Parce que j'allais vraiment le faire. Passer à l'acte et arrêter tout ça, mais c'est égoïste de faire ça. Parce que mon fils, il aurait fait quoi tout seul? Je voulais pas que mon fils il pense que je l'ai lâché, je l'ai abandonné. Je voulais pas que ma mère soit mal, ni ma soeur. Et je sais surtout qu'il y a des gens qui me suivent et pour qui leur vie elle a changé à travers mes vidéos parce que je dois réussir à leur apporter de l'amour, mais à ce moment-là, j'en avais juste marre en fait. Et c'est là où il y a du changement parce que le soir même, en tant que bon comédien que je suis, pour faire semblant que tout va bien, j'ai fait un live sur TikTok. Chose que je fais jamais, parce que je m'en fous. Et dans ce live-là, il y avait mon pote Badji, que je considère comme mon frère. Il y avait un autre mec qui était là et une autre fille aussi. À un moment, il y a une fille qui était là dans les commentaires, qui commentait souvent et tout, et je la repérais. Du coup, quand elle parlait, je répondais en retour. Euh, et cette fille, elle s'appelait Laurie. À un moment, bah, du coup, je dis, bah, venez, on l'invite. En vrai, on l'a fait monter dans le live. Donc, on parle avec elle et tout. On parlait tous, hein, de tout, de la vie de tous les jours et tout. Et en parallèle, je partais sur son Instagram. Je dis, non, la go, elle est douce, hein. Voilà, le Congolais qui reprend le dessus. C'était vraiment le soir même, après que j'ai eu les idées sombres. Et du coup, en parallèle, quand on était dans le live, avec Laurie en question, on discutait sur Instagram. De tout et de rien, on apprenait à se connaître. On a terminé le live, il était très 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 tard. Il était genre 3 heures du mat, voire plus, je crois. Et à la fin de ce live, ça m'a fait du bien. J'étais content. En plus, je parlais avec une fille qui était très intéressante, très belle.
très gentil aussi. Du coup, avec la Laurie en question, on a décidé de se voir. Quelques jours après, on a continué à parler, on s'est revus. Au bout de quelques semaines, on s'est mis ensemble. Elle est venue vivre à la maison du jour au lendemain. Et ce qui est très drôle, c'est que dès l'instant où j'ai demandé, où j'ai imposé cet ultimatum à Dieu, je lui ai demandé quelque chose avec force et avec conviction, ben, il m'a répondu le soir même parce que la Laurie en question, bah, aujourd'hui c'est ma femme. Là, je suis en mode émotif parce que elle s'en rend pas compte, mais c'est la première fois de ma vie que je suis jugé sur rien. On me prend pas en mode Tonio, elle m'a pris en mode Alexandre. Elle a vu toutes les facettes d'Alexandre, les plus belles comme les plus sombres. Et elle est toujours là aujourd'hui. Elle m'aide à grandir chaque jour. Elle me fait évoluer. Elle m'apprend la vie. On est deux opposés. Moi, je suis une tempête relou, têtue. Elle aussi un peu têtue, mais plus calme. Je pensais vraiment qu'au départ, c'est pas possible, on est trop différents, mais en fait, c'est ça qui a fait qui je suis aujourd'hui. Cette différence entre elle et moi. C'est ça qui m'aide à avancer, c'est ça qui m'aide à comprendre d'un point de vue différent. Et mon cœur, sache que, parce qu'elle est derrière la caméra, sache que je t'aime et je te remercie pour tout ce que tu fais. Je suis pas le meilleur pari, je suis pas le meilleur mari, je suis pas le meilleur ami du monde. Sache que pour toi, pour toute notre famille, je me battrai toujours. C'est elle aussi qui m'a remis dans la voie avec Dieu, avec Jésus. Je peux être encore plus clair pour vous. De toute façon, c'est marqué sur mon pull. Un jour, elle arrive au début de notre relation, comme ça. Et elle m'a dit, vas-y, demain on va à l'église. J'ai dit, oh, comment ça demain on va à l'église? Ça fait 8 ans que je suis pas allé, comment ça on va à l'église demain? Elle dit, si, on va à l'église. Oh. Du coup, on va à l'église, à la chapelle de la foi, à Meaux, dans le 77. On y va et arrivé là-bas, j'étais super bien accueilli. Et ils n'ont pas accueilli Tonio Life là-bas aussi, ils ont accueilli Alexandre Antonio. Aujourd'hui, on y est encore. Aujourd'hui, on sert là-bas. Aujourd'hui, on est accompagné par des gens merveilleux. Que ce soit l'apôtre Pierre-Yves Chaubeau et sa femme Ghislaine Chaubeau, le couple pastoral. Que ce soit aussi les autres pasteurs. Pasteur Eric, pasteur Sylvain, pasteur Gérard et encore pasteur Jordan et leurs femmes. Et aussi tout le groupe de la chapelle de la foi chez les jeunes. Vous savez, entre le moment où j'ai quitté le Valois et l'appartement où je suis, j'ai déménagé plein de fois. Peut-être que l'habitude de quand j'étais jeune de partir de maison en maison, ça m'a suffi. Mais aujourd'hui, quand je suis avec ma femme, mon fils, mes chats, je peux être partout dans le monde. Du moment que je suis avec eux, je sais qu'en vrai, c'est eux ma maison. Et aussi avec les jeunes de la chapelle de la foi.
Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu vas aussi loin dans une église qui est loin comme ça? Et parce que là-bas aussi, c'est ma maison. Et que j'ai foi en l'apôtre, j'ai foi en la vision qu'il veut de cette église. Parce que c'est pas sans critiquer toutes les autres églises, bien sûr. Mais dans celle-là, on n'est pas là pour le profit, pour l'argent, pour la fame, etc. Là, c'est vraiment pour l'amour de Dieu. Si je retrace toute ma vie, malgré les tempêtes qui se sont passées, Dieu, il a toujours été là. Toujours. J'ai jamais été seul en vrai. Parce qu'il a toujours été présent pour moi. Aujourd'hui, même malgré les problèmes financiers, j'ai pas peur. Parce que je sais que Jésus s'est sacrifié à la croix pour moi. Et il est hors de question que je reste sur cette terre, à vivre ma vie normalement, sans lui rendre gloire, sans l'aider à avancer dans ses projets, que ce soit au travers du pasteur, de l'apôtre, au travers de mon comportement. Je veux que les gens ils comprennent que j'ai vraiment été sauvé. Je me suis fait baptiser très vite dès que j'ai rejoint l'église de la Chapelle, au bout d'1 an, parce que j'ai soif. J'ai soif d'apprendre la parole, j'ai soif de comprendre, j'ai soif d'avancer. J'ai soif de montrer à tous ceux qui ne croient pas en Jésus qu'il y a réellement la paix en lui. Je sais qu'il y en a qui vont regarder la vidéo et qui ne croient pas du tout. Je suis pas là pour vous imposer une idée. Pas du tout. Mais pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, qui se sentent seules, qui, qui ont un passé où ils ont honte, que vous soyez un homme, une femme, sachez que vraiment, Jésus vous aime. Je vous promets, je ne peux pas jurer. Je vous promets, je vous dis ça avec le plus profond, avec mon cœur. Quand je vous dis il vous aime, c'est il vous aime. Ne te sens pas jugé par les hommes. Quand je dis les hommes, c'est les hommes avec un grand H. Ils jugeront toujours. Mais Jésus, lui, il ne va pas te juger. Viens à lui, libère-toi de tes fardeaux. Et surtout, garde ton cœur plus que toute autre chose. Aujourd'hui, j'ai décidé d'évangéliser à ma manière. Je ne suis pas quelqu'un qui a la parole facile dans les transports, dehors, etc. Ou en public, c'est très compliqué pour moi. Mais j'ai décidé de le faire d'une autre façon. Et vous pouvez aussi y contribuer. On a créé une marque de vêtements, celle que je porte sur moi. La phrase est claire. Jésus est Dieu. Au travers de cette marque, j'ai envie de poser une graine. Poser ma graine. Mais vous aussi pouvez poser la vôtre. Quand vous prenez les transports, quand vous êtes au bureau, quand vous êtes chez de la famille, quand vous êtes partout où il y a des personnes, vous savez, qui ne croient pas en Dieu et que vous voulez montrer votre foi et vous ne savez pas comment faire. Les gens, ils ont qu'à vous voir. Ils ont qu'à voir votre pull, votre t-shirt. On a fait ça sous plusieurs formats, plusieurs coloris. Il y a aussi des casquettes, des sacs. Avec cette phrase qui est simple, Jésus est Dieu. Pour que quand les gens ils voient ça, ceux qui n'y croient pas, il y a une graine qui soit implantée dans leur cœur et qu'ils y pensent. Ça aurait été mieux que je parle à 400 000 personnes tout autour de moi, leur prêchant la bonne parole, mais je ne sais pas faire ça. Donc je fais ce que je sais faire. Aujourd'hui, on est le 25, c'est pour ceux qui aura la vidéo le 25 décembre. Joyeux Noël.
Si vous n'avez pas acheté de cadeau, rattrapez-vous. En tout cas, ça c'est mon cadeau pour vous. Le fait que je me livre à vous. Je veux remercier toutes les personnes qui sont derrière cette vidéo, qui nous ont aidés de près ou de loin. Je veux aussi remercier tous les gens qui me suivent et qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Tous ceux qui ont contribué à cette réussite que j'ai aujourd'hui. Et plus important, je remercie Jésus. Je remercie mon Dieu. Cette vidéo elle est à vous maintenant, je la remets entre vos mains. Je prie sincèrement que toute parole qui a été dite dans cette vidéo n'affecte personne. Que toute chose qui a été dite dans cette vidéo, au contraire, puisse vous aider à vous livrer, à grandir, à avancer. Au nom de Jésus. Père, je te demande, Papa, d'apporter la paix dans le cœur de chacun, l'amour, la prospérité, la tranquillité, dans le cœur et dans la vie de toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je te demande, Papa, d'écouter. Je te demande, Papa, d'apporter aussi cette force pour ces personnes qui ont peur de se livrer, pour ces personnes qui se livrent mais dans le secret. Papa, permets-leur de combattre avec toi, Papa, qu'ils puissent déposer leur fardeau à tes pieds, qu'ils puissent ne plus combattre seuls, en pensant qu'ils vont tout résoudre seuls, mais que tout passe par toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et notre destinée est avec toi, Papa, au nom de Jésus. Père, accorde-moi toute protection après cette vidéo. Qu'aucune attaque spirituelle ne puisse me toucher, ni moi, ni aucun membre de ma famille, au nom de Jésus. Et que toute personne qui écoute ce message soit touchée par toi, que le Saint-Esprit, Papa, puisse les toucher. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Merci à tous. Bonne journée et bonne soirée. C'était Alexandre Anthony.